C'est le grand retour de Vidéo Terreur et on débute ça avec le cinéma italien. Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur saison 3. Dans nos rêves les plus fous, on pensait pas se rendre jusque-là. On en est là maintenant, on est très heureux. Et Vidéo Terreur est aussi maintenant un podcast qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcasts. On vous laisse choisir. Et encore cette année, je suis avec le grand gourou, le maître spirituel de l'horreur, Monsieur Jimmy Franqueur. Salut Jimmy. Salut Pierre, ça va? Ça va bien toi? Oui. Oui, génial. On commence ça cette année avec le cinéma italien. Oui, il y a le cinéma d'horreur italien, mais on va élargir parce que le cinéma italien est beaucoup plus complexe que ça et je pense qu'ils se sont nourris aussi entre les différents genres. Comment ça a commencé le cinéma italien? Ben, le premier film, en fait, date de quand même 1896. C'est Vittorio Calcina qui va produire qui va réaliser un film sur le pape Léon XIII. C'est probablement de peu d'intérêt, mais c'est quand même un collaborateur des... Le pape Léon XIII de peu d'intérêt, j'accepte. Mais tu sais, c'est un collaborateur des Frères Lumière, fait qu'on est vraiment dans le début. Là, 1896, on est vraiment dans le début du cinéma. Premier vrai film, si je peux dire ça, c'est en 1911, Inferno. Puis après ça, je dirais, là, si on veut se rendre plus spécifiquement à l'horreur, on va y aller aussi avec I Vampiri là, de Riccardo Freda, 1956, ma mémoire est bonne, effectivement. Ah, c'est quand même assez tard que le cinéma d'horreur est arrivé? Oui, puis on est vraiment dans je dirais encore une fois, dans le gothique. Là. On imite un peu ce qui se fait en Angleterre, par exemple, avec la Hammer ou Universal. Fait que la formule, je dirais, du début là, du cinéma d'horreur italien est assez classique. Là. Je dirais, on est à peu près dans les mêmes eaux que ce qui se fait ailleurs. Là. On est là au début. Puis qu'est-ce qui caractérise ce cinéma-là? C'est quoi ses particularités? Parce qu'il y a quelque chose. Là. Oui, il va se nourrir des autres. J'imagine du cinéma allemand aussi qui était assez fort à cette époque-là. Français, anglais. Mais ça va être quoi les particularités du cinéma italien? Il y a plusieurs choses. Moi, personnellement, là, je te dirais, c'est probablement le cinéma là, que j'aime le plus. Le cinéma italien, il y a quelque chose de fantastique. Puis la plupart des amateurs d'horreur qui vont sortir un peu des États-Unis vont assez facilement tomber en amour avec ce type-là, parce que c'est un cinéma qui est flamboyant, qui est intense. Il y a comme une... Même au niveau des couleurs, c'est un cinéma qui est pas nécessairement dans la rétention, où on va pas nécessairement y aller dans la douceur. C'est intense. Là. Puis, tu parlais justement là, de l'échange un peu. Là. Bon, oui, il va prendre, je dirais, des influences là, des autres types de cinéma étrangers, mais il va aussi beaucoup influencer. Hein? Fait que, au niveau... le succès influence les autres tout le temps. Tout à fait. Puis ça, c'est un peu ce match de ping-pong-là, d'influence, d'en avoir des influences, puis d'influencer aussi, qu'on va voir un peu tantôt. Mais... puis même dans l'industrie du cinéma, je dirais, mondial, là, en 1930, en Italie, ils vont construire un studio qui s'appelle Cinecittà. Puis, en Europe, c'est vraiment ce studio-là qui va être comme le bon technologique au niveau du cinéma. Là. Dans les années 30, là, ils ont vraiment fait les choses en grand. Fait que, à une certaine époque, l'Italie, c'est vraiment un peu comme le Hollywood aussi de l'Europe. Il y a quelque chose vraiment... On a monté un peu la qualité là, pour l'Europe entière. Fait que, ça va rester comme un pôle important, là. C'est parce qu'encore une fois, là, si on regarde tout ce qui se fait, mettons, je vais aller toujours au niveau de l'horreur, l'Italie, c'est incontournable, là, mais il n'y a pas juste l'Italie en Europe. Fait que, ils ont été quand même un gros joueur pendant quand même longtemps. Là. Est-ce que, corrige-moi si je me trompe, là, mais ils ont aussi, c'est le cinéma de la liberté. Parce qu'on sait, entre autres, qu'au niveau de la censure, tant qu'il n'y a pas eu de censure mondiale, l'Italie avait aucune censure au niveau de ses films. Fait qu'il se permettait un peu des choses qu'on se permettait pas ailleurs. Oui, bien ça, c'est vrai. Ben, c'est vrai, en fait, jusqu'après la période fasciste. OK. Parce que, justement, là, on parle un peu de la période fasciste. On est vraiment, justement, dans la censure. Puis, essentiellement, on produit beaucoup de films, appelons ça, à saveur patriotique, propagandiste. Puis après, bon, justement, là, à la fin là, de la période fasciste, là, il va y avoir un peu, je pense, une contre-réaction. Là. On a été beaucoup contrôlés, on a été beaucoup mis dans un carcan. Fait que là, je dirais, les cinéastes vont, je pense, goûter à la liberté. Puis je pense que ça va être un élément qui va colorer un peu le cinéma italien.
Puis je dirais peut-être même, là, je dis pas que c'est nécessairement fondé, mais c'est une impression que j'ai. Tu sais, l'école, appelons ça aussi artistique là, de l'italienne, tu sais, bon, mettons la Commedia dell'arte. Tu sais, il y a des masques, c'est gros. Puis ça, on va le retrouver encore. Tu sais, on est vraiment dans l'intensité. Tu sais, c'est le côté sanguin un peu des Italiens. On va le retrouver aussi dans l'art. Là. Comme je dis, c'est pas un art un cinéma qui est très restreint. C'est gros. Là. Puis ça peut aussi déplaire. Là. Tu sais, quand on va parler un peu de comédie, des fois, c'est des comédies qu'on pourrait trouver un peu grosses ou un peu tarte à la crème là, pour nous. Là, tu sais. Puis il y a aussi le rapport avec la femme. Moi, en tout cas, j'ai remarqué beaucoup ça parce qu'il y avait des cinémas beaucoup plus prudes, le cinéma anglais, allemand. Les Français et les Italiens, beaucoup la femme objet, la femme comme objet de désir. On a beaucoup ça aussi là-dedans. Oh, il y a beaucoup ça. Puis on va le voir aussi dans plein de styles. Là. Il y a même un créneau à un moment donné où on va avoir, comme un peu on a eu ailleurs, je dirais les comédies érotiques. Là. Mais tu sais, une particularité, si on avait à aller chercher, je dirais, quelque chose de vraiment significatif là, au niveau du cinéma italien, c'est que justement, on parle de genre. T'sais. Un genre, de façon générale, c'est quelque chose d'assez rigide. T'sais, par exemple, un film d'horreur, c'est ça. Un film d'action, c'est ça. Les Italiens ont une notion qu'ils appellent, en fait, le filone. On pourrait traduire en français, c'est pas trop compliqué, le filon. Puis ça, l'industrie italienne, là, il y a vraiment cette notion-là. C'est-à-dire, le filon, c'est quoi? C'est un peu l'idée de, on pourrait dire de mixer les genres, mais d'aller au bout de quelque chose, d'aller voir, OK, si on mélange ça, jusqu'à où qu'on peut se rendre en explorant. Ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup de trucs assez hybrides. Là. Par exemple, on va parler à un moment donné là, de films de cannibales, mais zombies. Il va y avoir un peu des giallo western. Justement, j'en ai écouté un hier. C'est un giallo western. Il y a comme une flexibilité. Ils font du métissage. Oui, beaucoup. C'est de là que vient probablement aussi l'idée d'innovation. Effectivement. C'est ce qui va marquer. Moi, j'ai toujours dit, la magie de Star Trek, c'est que c'est Virginie dans l'espace. Là, parce qu'on on métisse deux genres, puis c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Là. Fait que, puis on va le voir tout au long, là, mais gardez en tête la notion de filon parce que c'est vraiment comme ça. Là, on va par exemple aller prendre, mettons, un film qui marche, mettons, peu importe, là, Star Wars, Jaws. Puis là, on va prendre ça, puis on va regarder aussi qu'est-ce qui pogne de ce temps-ci. Puis là, on va le mixer. Comme Lucio Fulci va le faire avec, entre autres, un film, là, un giallo, qui a été fait dans la période de Flashdance. Puis on va le mixer, je dirais, le Flashdance avec un giallo pour en arriver à une espèce d'hybride. Mais ça, c'est très typique des Italiens, là, je dirais, de mixer sans trop se gêner. Là. Fait que ça, c'est une notion vraiment, comme je dirais, qui est assez particulière là, à cette industrie-là. Là. C'est reconnu là-bas. Est-ce qu'ils savaient qu'ils faisaient ça? Est-ce que c'était conscient? Écoute, j'ai l'impression que oui, parce que, faut pas oublier aussi là, que, il y a quand même toujours la concurrence internationale qui est essentiellement les États-Unis. Oui. Puis à partir du moment où tu n'as pas les budgets, puis tu n'as pas nécessairement tous les moyens pour concurrencer, il faut que tu innoves. Là. Fait que je pense que on savait un peu ce qu'on voulait là, en mixant les genres. Puis on va le voir aussi là, dans les. En fait, on peut déjà en parler. T'sais. Je dirais que les Italiens sont comme en tout cas peut-être pas les experts, mais des experts du camouflage. OK. Ça marche à deux niveaux. Par exemple, je vais prendre un exemple. Souvent, ce qu'on va faire, prenons Zombie 2, là, le film de Fulci. On va aller tourner quelques scènes, mettons, à New York. Puis après ça, l'action va se dérouler ailleurs ou ça va être complètement filmé ailleurs. Mais la stratégie est comme double. Dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est quand on va sortir le film que les Américains aient l'impression qu'on est en train de faire un film américain. Puis même, on va changer le nom des équipes. Hein. Par exemple, là, je vais prendre Umberto Lenzi, qu'on va appeler Umberto Humphrey. Humbert Humphrey, même, je pense, c'est pour essayer, encore une fois, que les Américains aient l'impression qu'on leur vend un film américain. Puis, aux Italiens, on va utiliser la même stratégie. C'est-à-dire que le fait d'essayer de passer ces films pour des films américains, les Italiens vont avoir l'impression qu'ils écoutent un film étranger, un film américain. OK. Puis pourquoi on va faire ça aussi? Même comment on va le faire? On va aller chercher des acteurs américains. C'est ça ma question, c'est qu'on a fait beaucoup on est allé chercher même des acteurs français, des acteurs d'un peu partout. Clint Eastwood, par exemple, dans les westerns. Fait qu'on va essayer de camoufler des deux côtés, autant pour l'exportation, mais autant pour le marché intérieur. Il faut se remettre dans l'époque aussi. Bon, on est dans les années 50, 60, jusqu'aux années 80. Il n'y a pas Internet Movie Database. On n'a pas...
Je veux dire, pour savoir le pedigree d'un film, c'est pas comme aujourd'hui. Là. Fait que les gens voient ça a l'air... il y a des acteurs américains. Fait qu'on va vraiment essayer de camoufler, encore une fois, là, notre produit. Là. Puis et aussi, les titres de films changent énormément aussi. Là. Un film peut s'appeler de 3-4 manières différentes, dépendamment du marché. Ce qui devient compliqué quand tu essaies de retrouver un film. Est-ce que je me trompe? Non, ça c'est effectivement. C'est pour ça, souvent, les films qu'on va nommer ici, on les nomme souvent en anglais. Parce que même une version française peut porter un nom différent ici, au Québec, puis différent en France. Ça devient excessivement difficile de se retrouver. Là. Puis même... la plupart du temps, ces films-là n'avaient même pas de nom original italien. Là. Parce qu'encore une fois, avec un titre un peu international, on camoufle plus facilement. Oui, je comprends. Donc, il y a l'horreur, qui est un style très connu. Hein. On a parlé des grands réalisateurs déjà ici dans cette émission. C'est quoi les autres styles qui sont connus, les styles marquants, en fait, du cinéma italien? Ben, c'est ça. J'ai décidé un peu d'y aller de façon chronologique, là, disons, par vague. Là. La première vague, c'est vraiment le néo-réalisme. On est dans les années 40-50. Néo-réalisme italien, en fait, c'est des films qui concernent beaucoup je dirais, les gens du peuple. Là. On est vraiment dans le travailleur. Ça se passe souvent, même c'est filmé sur en location. On est vraiment là, à filmer là, sur place avec des gens qui sont pas nécessairement des acteurs. Puis on essaie de traduire un peu en images les drames humains des gens là, du peuple. Il y a un des plus représentés de ça, ça se reprend Umberto D, là, c'est le nom du film. Ça va influencer aussi, je dirais, un cinéma un peu plus réaliste là, en Europe. Fait que ça, c'est probablement la première vague distinctive parce que, on est dans les années 40, fait qu'on est un peu après là, la vague du cinéma fasciste, comme je disais, plus propagandiste. Après ça, on va tomber assez rapidement là, aux comédies. Mais les comédies, en fait, c'est international. Là, chaque pays en produit. Ben oui. Mais il y a eu une vague là, quand même longue, là, ce qu'on appelle les commedia all'italiana. Là. Des années 50 à 80, ça a été très populaire. Je le disais tantôt. Je te dirais, écoute, j'en ai écouté quelques-unes. Là, c'est pas nécessairement un genre qui est facile je trouve, à pas très accessible. Bon, dans la comédie, il y a toujours quelque chose de culturel aussi. Là. Ce qui fait rire quelqu'un au Québec, c'est pas nécessairement ce qui va faire rire quelqu'un ailleurs. Ben oui, c'est un contexte culturel, comme tu le dis. Y a-tu par exemple, dans la comédie, quand on pense, mettons, comédie française, on va arriver avec un Louis de Funès, avec un, aux États-Unis, que ce soit Jerry Lewis, à Jim Carrey ou peu importe. Est-ce qu'il y a des figures typiques de la comédie italienne qui sont portées, en fait, par un acteur? Parce que des fois, on pense à ça, Rowan Atkinson en Grande-Bretagne, ou est-ce qu'il y en avait un acteur comme ça? Oui, bien, écoute, tu vas sûrement, là, je veux dire, reconnaître quelque chose. Il y a les Bud Spencer, Terence Hill. Oui. Peut-être pas tout le monde, là, ça dépend quel âge vous avez à la maison, là, mais ils ont fait quand même une vingtaine de films ensemble, mais aussi ont fait des films séparés. Mais je dirais, je pense que c'est des incontournables. Puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, en fait, là, que c'est des films italiens. Là. Oui, parce que Deux flics à Miami, on a l'impression que c'est un film américain. Exactement. Mais ça c'est un très bel exemple, justement, Deux flics à Miami, de camouflage. Encore une fois, la plupart des gens pensaient probablement que c'était des acteurs américains. C'est pas leur vrai nom, d'ailleurs. Juste d'ailleurs, on parle de ça. Bud Spencer, là, de son vrai nom, Carlo Pedersili. C'est intéressant ce bonhomme-là. On va continuer à l'appeler Bud Spencer. Là. Tu savais que c'est un nageur professionnel. Hein? Il a fait les Olympiques. Oui. C'est le premier Italien qui a fait le 100 mètres en moins d'une minute. Okay. Il a un brevet de pilote de ligne. Il a étudié le droit. Puis il a plusieurs brevets d'invention. C'est vraiment un personnage intéressant. Puis, bon, évidemment, c'est puis en même temps, il a toujours mis en scène un peu des personnages un peu, je dirais pas idiots, là, mais limités intellectuellement. Ouais. Terence Hill. Mais très fort physiquement. Oui, clairement. C'est une autre idée de camouflage. Je me rappelle encore de son film de football américain qui était un classique. Mais il ne jouait pas de football américain en Italie. Là. Absolument. C'était clairement pour le marché américain. Exactement. Ben, pour le marché américain, puis encore une fois, pour à l'intérieur, avoir l'impression qu'on va aller assister à un film américain qui. Fait que, encore une fois, l'idée, c'est de rentabiliser aussi. Il y a quand même des éléments financiers là-dedans. Là. Terence Hill, entre autres, de son vrai nom, Mario Ghirotti. À une certaine époque, là, c'est l'acteur italien le mieux payé en Italie. Là.
OK. Fait que, tu sais, c'est quand même aussi des stars importantes. Mais c'est c'est une belle gueule en plus, tu sais. Oui, puis il a joué dans des westerns aussi. Ben, Bud Spencer aussi. Oui, il a Trinity, fait des... entre autres. Là. Puis oui, ils ont fait, tu sais, écoute, comme je dis ensemble, je pense qu'ils ont fait à peu près une vingtaine de films. Mais tu sais, je pense que si on veut avoir comme une image de la comédie italienne, ça peut ressembler à quoi, là? Tu parlais de comme, si c'est porté par des acteurs, clairement, on est là. C'est les deux incontournables. Puis ça passe super bien avec les enfants. Je sais pas si je pense que tu en as écouté aussi avec tes enfants. Là. Ah ouais, comme enfant, j'ai adoré ça. Là. C'était des idoles. Là. Puis, mais j'ai jamais pensé à cet âge-là que c'était des Italiens. Là. Non, absolument pas. Là, mais comme on a déjà dit à un moment donné, à notre époque, à la télé, il y a du cinéma un peu de partout. Puis, tu sais, peut-être faire un retour en arrière là-dessus. Pourquoi il y avait du cinéma un peu de plus étranger à l'époque? Tu sais, années 70, il faut se rappeler là, qu'il y a une crise du cinéma aux États-Unis. Là. Entre autres, il y a les cinémas, mais il y a aussi, plus dans les années 80, il va y avoir aussi les clubs vidéo. Tu sais, 70-80, les États-Unis ne sont même pas capables, je dirais, de fournir leur marché intérieur. Donc, pour combler le vide, on va importer. Là. Tu sais, on va voir plus tard, à un moment donné, ça va avoir aussi une fin. Là. Mais c'est pour ça qu'entre autres, on écoutait des films souvent étrangers en pensant même que c'était... cette stratégie-là de camouflage, on l'a vécu aussi. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, au niveau de la comédie, je pense que c'est des incontournables. Puis je pense que tu as écouté... Moi, je trouve que ça a bien vieilli à quelque part. Là. Mais tu sais, tu disais que c'était un peu gros l'humour italien. T'sais, on le voit dans les Bud Spencer. Physique, c'est de l'humour physique. Là. Tout à fait. Là. Puis, on est dans le slapstick. Là. Exactement. Ouais. On est vraiment là-dedans. C'est pas de l'humour nuancé, mais c'est ce qui fait, je pense, que celui-là, il fonctionne. Mais il y a des comédies italiennes où, probablement qu'il nous manque les éléments culturels. Là. Dario Argento en a fait une, entre autres, une comédie historique, là, 5 jours de Milan. Écoute, au niveau de la réalisation, c'est génial, là, mais il y a plein de références aussi qu'on n'a pas. Fait que c'est un peu mitigé. Là. Ouais. Fait que ça, c'est les comédies, donc ils en ont produit quand même plusieurs. Y a-tu d'autres styles qui ont développé? Il y a eu ce qu'on a appelé le péplum. Ouais. Péplum, dans les années 50-60, qui vient en fait du mot péplos, c'est un mot grec pour parler des grandes toges. Fait qu'on a une autre façon des fois de le nommer aussi, là, on appelle des films d'épée et de sandales, là, mais ça a été je dirais quelque chose quand même assez important. Là, pendant une vingtaine d'années, là, on en a produit énormément. Tu sais, les films d'Hercule, entre autres, je pense qu'on en a fait 14. Ouais. Puis, peut-être pour que les gens aient une référence, là, je dirais, par exemple, si on prend le film Gladiateur, là, qui a été fait il y a une couple d'années, techniquement, Gladiateur, c'est un péplum. Oui. On est vraiment là. Puis, encore une fois, on parlait de Filone tantôt, on l'a mixé à un moment donné aussi. Il y a eu Hercule dans le monde souterrain avec Mario Bava, où on va mixer un peu horreur puis péplum. On est aussi dans la... Ça va influencer aussi beaucoup de films aux États-Unis, là, comme par exemple Les 10 Commandements, tous les films là, un peu bibliques. Ben-Hur, on est là-dedans. Là. Fait que tu sais, c'est... Personnellement, je trouve que ça n'a pas nécessairement super bien vieilli, là. Ouais, ben ceux qui ont le mieux vieilli, je pense, c'est ceux, les Américains, genre qui sont pas des péplums, mais moi je trouve qu'ils sont influencés, là, mais tout ce que Ray Harryhausen a fait comme au niveau des effets spéciaux, parce que techniquement, pour l'époque, c'était assez malade, là, mais clairement, oui, ça a mal vieilli. Ça, c'est intéressant, parce que je pense que ceux-là avaient l'avantage d'aller camper un peu dans le fantastique, ce qui a tendance, je pense, à donner une durée de vie plus grande en termes d'intérêt que quand on est plus dans des drames bibliques ou, sans enlever rien à personne, là, mais je veux dire, ça fait souvent des films, en tout cas, je dirais, qui vieillissent moins bien. Là. Fait que le péplum, c'était quand même une vague importante. Là. Ça, je dirais, c'est incontournable. Là. Ce qui nous amène au classique western. Ouais, ben oui. Puis encore une fois, c'est probablement, à mon avis, là, le meilleur exemple de camouflage. Oui, et de réussite aussi cinématographique, là. Faut le dire. Là, tout à fait. Là, parce que, puis écoute, on en a produit plusieurs. Là, à peu près 450. Là. On en a fait énormément. T'sais, la plupart des gens vont connaître les classiques. Là, il était une fois dans l'Ouest. Sergio Leone. Sergio Leone. Ou Django, Sartana et compagnie. Mais on en a produit. Écoute, puis comme je dis, on s'est même amusé à les mélanger. Là. Par exemple, on avait fait quelques giallo western. Là. Mais il y a des films extraordinaires là, dans le cinéma italien, mais le western. Mais encore une fois, en termes de camouflage, les gens qui connaissent peut-être juste moins un peu le cinéma, par exemple, toute une fois dans l'Ouest, on leur demande, ça vient d'où ce film-là? Ben, c'est un film américain. Ben oui. Puis en plus... À cause des acteurs. Ben, à cause des acteurs. Puis même au niveau, je dirais, ils se sont appropriés un mythe
Tu sais, le mythe du western qui est absolument pas italien. Là. Et pourtant, quand on écoute les westerns américains, là, l'époque de John Wayne, etc., ça n'a rien à voir. Là. Absolument. Là. Puis, je sais pas comment toi, personnellement, là, tu trouves les westerns américains. Il y en a eu des bons là, qui ont été faits un peu plus tard. Là. Gunfight at Toki Corral. Il y en a des intéressants. Tombstone ou des trucs comme ça, mais l'époque, là, je dirais, très propre, là, John Wayne, c'est ennuyant. Oui, on est dans le colonialisme au bout. Là. On n'est pas dans la vérité. Là, on ne voyait pas de cow-boys afro-descendants ou etc. Là, fait, là. Puis ça, c'est intéressant aussi. Je te dirais que le western américain, c'est beaucoup campé sur la notion de héros. Oui. Le western italien, c'est beaucoup plus campé sur la notion d'anti-héros. Je dirais même que c'est presque une copie comme inverse. Au sens où... si on regarde, par exemple, John Wayne, héros, il est propre, il est valeureux. De façon générale, dans le western italien, on va avoir des gens un peu tout croche avec des défauts. C'est à la limite on peut pas vraiment les qualifier de héros. Plutôt insalubre. Tout à fait. Puis même l'environnement, on va avoir des prostituées, des vagabonds. Tout le monde est un peu tout croche, puis il n'y a pas nécessairement de figure valeureuse. Même quand souvent il va y avoir des héros, en fait, ils sont souvent par intérêt personnel. On n'est pas dans. On est vraiment dans quelque chose de très différent. Fait on s'est comme un peu campé, je trouve, à l'inverse. Puis personnellement, je crois plus. C'est plus facile d'embarquer dans cet univers-là que dans un univers un peu. Je dirais. Je trouve que ça sonne faux, le western américain. Puis c'est correct, là, ceux qui aiment ça, tant mieux. Là. Ouais. Mais il y a quelque chose, je trouve, qui sonne faux. Même au niveau de l'esthétique, là, les films italiens, on chaud. T'as l'impression, tu sais. Et je veux dire... T'as l'impression qu'ils puent et qu'ils sont sales, là. Mais ça devait être comme ça aussi. Absolument. Je veux dire, il n'y a personne qui repassait ton linge, là. Fait il y a quelque chose de... En tout cas, moi, je trouve qui sonne plus vrai, mais encore une fois, on va retrouver là-dedans, je te dirais, la saveur italienne où les bagarres vont être comme... C'est gros, là. Quand il y a des passes d'humour, c'est un peu tarte à la crème, puis les personnages sont déjantés, mais, tu sais... On retrouve toujours la saveur italienne là, qui rend ça personnellement intéressant, mais écoutez, moi j'ai je te dirais une bonne passe là, de western italien, puis de façon générale, ça vieillit très très bien. Là. Même c'est surprenant. Là, oui, absolument. C'est pas nécessairement quelque chose, je trouve, qui va perdre en saveur avec le temps. Là. OK, on aurait le temps pour un autre genre, un autre type de cinéma italien? Écoute, pour moi, c'est le roi, là, le Giallo. Le Giallo, qu'on a d'ailleurs fait une émission complète juste là-dessus. Pour peut-être résumer là, brièvement pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, mais qui est toujours une excellente émission disponible en ligne. En fait, le Giallo, c'est comme le polar italien. Là. Mais on s'inspire beaucoup. En fait, pourquoi Giallo, ça veut dire quoi? Ça veut dire jaune, là, parce que les livres de poche, les paperbacks étaient jaunes. Puis on avait, par exemple, là-dedans des livres comme Agatha Christie. Puis, donc, ça part de romans, disons, de crimes, puis on va les adapter au cinéma, mais dans l'adaptation, encore une fois, là, on va mettre la saveur italienne, c'est-à-dire que les meurtres sont sanglants, l'esthétique est absolument fantastique. La réalisation, c'est ce qui a fait, c'est le genre qui a fait sortir les plus grands réalisateurs. Peut-être à part le western italien, là, mais je pense que c'est le genre qui a fait sortir les plus grands réalisateurs italiens. Tout à fait. Là. C'était un côté... c'est des films qu'on voit plus aujourd'hui. C'est jet set. On est dans les couleurs. Les psychédéliques un peu. C'est démentiel. Là. Puis il n'y a jamais de fusil. Tous les meurtres sont vraiment comme avec des armes. C'est vraiment fantastique. Puis le rapport aux policiers aussi, ce qui particularise ça, là, plutôt que le film policier, là, si les gens ont en tête que c'est les policiers qui mènent l'enquête. En fait, dans le Giallo, la police est inefficace la plupart du temps. C'est les gens sur place qui sont témoins d'un crime, qui vont comme accidentellement s'y intéresser, ou même ça devient presque une obsession. La police est accessoire, ou si elle est présente, est souvent complètement inutile. Là. Oui, je me rappellerai tout le temps celui qui c'est un aveugle, c'est un vieux monsieur aveugle là, qui entend les affaires mais qui ne voit pas. Oui, ça c'est le deuxième film d'Argento, le Show of Queue. Oui. Fait que tu sais, on est là-dedans, puis ça c'est un beau prototype. Là. Fait que tu sais, si on veut connaître un peu le genre, tu sais, ça commence clairement, là, je dirais, avec Evil Eyes là, de Mario Bava, mais le classique, c'est 6 femmes pour l'assassin, puis Le Zoo aux plumes de cristal là, d'Argento, là, si on veut vraiment comme s'initier. Ces deux films-là vont, comme, je dirais, tout créer la structure là, du Giallo pour la suite. Mais personnellement, écoute, on en a fait quand même... Ça, c'est intéressant. Par exemple, je dis, on en a fait à peu près 250.
Mais dans le milieu là, des gens qui se préoccupent de choses plus ou moins intéressantes, là, il y a un gros débat là, parce que les Espagnols ont commencé à faire du giallo à un moment donné. Il y a eu des coproductions italiennes, espagnoles. Puis là, ben, si on veut couper les cheveux en quatre, là, est-ce qu'un giallo, une coproduction est encore un giallo? Est-ce qu'un film espagnol est encore un giallo? Fait que comme je dis, dans le monde des gens qui s'intéressent à ce genre de choses-là, il y a comme des dissensions sur un film fait. Est-ce qu'il y en a un ou en est pas un? En fait, il y a 3 livres actuellement là, qui sont comme encore disponibles là, sur le giallo. Les 2 premiers, c'est italien, puis le 3e, c'est la catégorie mixte. Là. Okay. Mais tu sais, ça a été un genre hyper important. Puis le giallo, encore une fois, là, c'est vraiment ce qui va donner naissance au slasher aux États-Unis. Je pense que on serait peut-être arrivé là, mais plus tard. Mais quand on voit vraiment la logique du giallo, on se rend au slasher. Là, fait que, comme on disait tantôt, le cinéma italien ne va pas juste prendre l'influence, mais il va aussi influencer. Là. Ouais. Les réalisateurs américains n'écoutent pas juste des films américains. Ben non, Puis à une certaine époque, le cinéma étranger est beaucoup plus accessible. On pourrait penser que c'était le contraire, mais à cause du vide un peu, justement. Ah oui, puis on le voit, là moi je change de genre, là, mais un gars comme Quentin Tarantino a écouté tellement de films asiatiques. Si t'en as jamais écouté, tu le sais pas, mais quand tu écoutes ces films que t'en as déjà écouté, tu vois les références tout le temps. Là. Ben, c'est un exemple aussi. Là, Tarantino je dirais, est un gros fan de films italiens. Clairement aussi, ça l'a beaucoup influencé. Fait que, encore une fois, là, les réalisateurs se nourrissent aussi de cinéma qui vient d'ailleurs. Là. Fait que le giallo, je dirais, si on n'a pas goûté encore à ça, clairement... c'est le roi des gens. Moi, Hey, je t'arrête là, Jimmy. Merci beaucoup. On a déjà terminé notre première émission, mais ça vous intéresse le cinéma italien? Nous aussi. Donc, prochaine émission, on continue à expliquer les genres de cinéma italien. On va faire 2 émissions là-dessus parce qu'on veut faire le tour, on veut le faire comme il faut. Fait que nous, on se dit merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine!